Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale toutes les semaines. Avant de démarrer, nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode de DNDE Live ce soir à 21 h sur la plateforme habituelle. Le lien est dans la description. À la fin des années 70, les orbiteurs du programme Viking repéraient pour la première fois des traces sombres, évoquant des coulées à la surface de Mars. Depuis, ces coulées sombres ont été observées à de nombreuses reprises par différentes missions. Un des exemples les plus frappants est cette photo qui montre une coulée de 600 mètres de long. Malgré les multiples observations, les spécialistes de Mars sont encore partagés sur l'explication du phénomène. Évidemment, le cœur du débat consiste à déterminer si on parle de coulées sèches ou de coulées humides. La première hypothèse ferait appel à des sortes d'avalanches de poussière, sans la moindre goutte d'eau ou d'un autre liquide. L'autre hypothèse imagine que les coulées seraient constituées d'une espèce de saumure, une solution aqueuse fortement saturée en sel. Avec l'arrivée de nouveaux orbiteurs autour de la planète rouge, on accumule des images de plus en plus précises du phénomène, ce qui permet de mettre en avant de nouvelles caractéristiques de ces coulées. On sait qu'elles se forment sur des reliefs puis coulent sur des pentes plus ou moins raides. Elles ont tendance à s'élargir au fur et à mesure de leur descente. Dans certains cas, elles sont même capables de remonter sur quelques mètres pour surmonter un obstacle du terrain. Le phénomène n'apparaît pas particulièrement lié aux saisons, mais semble plus prévalent dans la région équatoriale. La majorité des événements sont ponctuels. On observe une coulée une fois à un endroit sans que le phénomène ne se reproduise. Du moins sur une échelle de temps de quelques dizaines d'années. L'hypothèse sèche et l'hypothèse humide ont toutes deux bien du mal à faire rentrer tous ces paramètres dans leur modèle. L'absence de saisonnalité et le fait que les coulées puissent remonter la pente sur quelques mètres ne collent pas très bien à l'idée d'une origine liquide. Mais comme on n'observe aucune accumulation de débris contre les obstacles du terrain, l'hypothèse d'une avalanche de poussière est elle aussi mise à mal. Pour essayer de résoudre ce dilemme, une équipe universitaire suédoise s'est intéressée à la région du Salar d'Uyuni, située au sud-ouest de la Bolivie. Il s'agit du plus grand désert de sel du monde. Les conditions qui y règnent sont par certains aspects assez proches de ce qui se passe sur Mars, et on peut y observer des coulées de saumure sombre. En comparant des photos de ces coulées prises depuis l'orbite terrestre et martienne, on ne peut s'empêcher d'être frappé par les similitudes. Cela n'est évidemment pas suffisant pour conclure que l'hypothèse humide est la bonne. Les chercheurs notent cependant qu'il serait intéressant d'explorer plus en avant l'analogie entre ces deux régions. Le plus simple serait encore d'aller voir directement à la surface martienne de quoi il en retourne. Mais cela nous expose à un fort risque de contamination. Si l'hypothèse humide est en effet la bonne, alors ces coulées martiennes pourraient être le siège d'une activité biologique. Le rover Curiosity a d'ailleurs eu l'opportunité d'approcher une de ces coulées en septembre 2016. La NASA a au contraire préféré effectuer un large détour par peur de briser ses directives de protection planétaire. Pour le moment, on va donc se contenter de surveiller ces écoulements depuis l'orbite. L'arrivée du prochain rover de la NASA en 2021 pourrait faire avancer les choses. Il sera en effet accompagné d'un petit drone hélicoptère. Peut-être de quoi observer une de ces formations d'un peu plus près sans risquer de bouleverser un éventuel écosystème local. En attendant, toutes les hypothèses restent ouvertes. On revient sur Terre pour continuer notre tour des actualités spatiales. Du côté de chez SpaceX, le vent texan a soufflé un grand coup sur les ambitions interplanétaires d'Elon Musk. Des photos sont apparues sur la toile le 23 janvier montrant la partie supérieure du Starhopper, le modèle de test atmosphérique du futur vaisseau de SpaceX, abattu au sol. Complètement pliée, la pièce apparaît dorénavant inutilisable. C'est donc au moins quelques semaines de retard qui viennent de s'ajouter avant le premier bond du démonstrateur. Comme consolation, SpaceX peut au moins se dire que ce n'est que de l'acier inoxydable. À 3 $ le kilogramme et quelques dizaines d'heures de main-d'œuvre, cet incident ne devrait pas trop peser sur la trésorerie de l'entreprise.
Les choses auraient été un peu plus dramatiques si SpaceX venait de perdre une pièce en fibre de carbone. Elon Musk est justement revenu sur ce nouveau choix de matériaux dans une interview accordée la veille au magazine Popular Mechanics. Si l'acier inoxydable est dorénavant le matériau de choix du Starship, ce n'est pas qu'une question de coût. L'alliage choisi présente une résistance élevée à très basse et à très haute température. Pour un véhicule censé abriter des ergols cryogéniques et faire des rentrées à grande vitesse dans l'atmosphère, c'est une qualité indéniable. Cela permet d'envisager un bouclier thermique un peu plus léger, voire de se passer complètement d'un bouclier thermique traditionnel. Pour son nouveau vaisseau de grande capacité, Elon Musk envisage un refroidissement par transpiration. Le vaisseau présenterait ainsi une double paroi en inox au niveau de sa partie la plus exposée au frottement. De l'eau ou même du carburant serait amené à circuler entre ces deux parois. La paroi externe serait parcourue de micro-perforations permettant à ce liquide de s'évaporer et donc d'évacuer de la chaleur. Cette double paroi renforcerait aussi la résistance structurelle du vaisseau. On a forcément hâte d'en savoir plus, mais c'est peut-être là que réside le plus gros du redesign du Starship. Elon Musk a promis qu'il nous dévoilera ce nouveau design une fois que le Starhopper sera prêt à voler. Mais avec les caprices du vent texan, on dirait bien qu'il va falloir s'armer de patience. Du côté du concurrent Blue Origin, il y a aussi du mouvement. L'entreprise vient de commencer la construction de son usine à BE4, les moteurs au méthane qui propulseront son lanceur lourd New Glenn ainsi que la Vulcan du LA. Le site de production devrait être complété en mars 2020. Il pourra alors servir à la construction de dizaines de BE4 par an. Le développement de ce moteur de forte puissance devrait lui prendre fin dès cette année. L'usine sera aussi capable de fabriquer des BE3U, les moteurs à hydrogène qui propulseront le second étage de la New Glenn. Blue Origin a d'ailleurs mis en ligne une nouvelle animation qui montre les dernières évolutions de son lanceur lourd. Avec un premier étage réutilisable de forte puissance et un second étage à grande impulsion spécifique, la New Glenn promet de délivrer des performances de tout premier plan. À voir si Blue Origin sera également capable de se battre sur les prix. Avant ça, l'entreprise se concentre déjà sur le premier vol habité de sa fusée suborbitale New Shepard. Cette dernière a réalisé avec succès son 10e vol de test le 23 janvier. On attend toujours de savoir quand des astronautes pourront embarquer dans la capsule. Avec Virgin Galactic maintenant capable d'emmener des hommes dans l'espace, Blue Origin doit faire la démonstration qu'elle est tout aussi capable que son concurrent. Si on en croit les dirigeants de l'entreprise, ce premier vol habité devrait bien avoir lieu en 2019. On suivra ça de près. Allez, pour finir cet épisode de DNDE, on part dans la ceinture de Kuiper rendre visite à New Horizon. Après son survol d'Ultima Thule, l'objet le plus lointain jamais exploré, la sonde continue de nous faire parvenir lentement ses données. Elle avait transmis quelques photos basse résolution juste après son passage, des éléments qui pouvaient être communiqués rapidement pour obtenir un minimum de données en cas de mort subite de la sonde. Ces photos nous ont dévoilé un monde double à la forme inhabituelle d'un bonhomme de neige. Témoignage des procédés d'accrétion qui ont pris place au début de l'histoire du système solaire. Le 19 janvier, New Horizon nous a envoyé sa photo la mieux résolue jusqu'à présent, à 135 mètres par pixel. Cette dernière a en plus été améliorée par une équipe de chercheurs de l'université Johns Hopkins, grâce à un procédé connu sous le nom de déconvolution. Cela permet de découvrir de nouvelles caractéristiques morphologiques de l'objet. Les ombres fortes à la frontière jour-nuit mettent en avant une série de petits cratères qui ne sont pas forcément visibles sur le reste de l'image. Ces derniers font quelques centaines de mètres de diamètre. Sur le plus petit des deux lobes, on aperçoit une très grande dépression. Elle avoisine les 7 km d'un bord à l'autre. La faible résolution ne permet pas encore de déterminer s'il s'agit de cratères d'impact, d'effondrement ou de lieux d'éjectat de matière volatile. Plus intriguant encore, des traces claires semblent former des chemins à la surface des deux lobes. Pour le moment, aucune explication n'a été avancée quant à leur présence. Le collier qui relie les deux parties de l'objet apparaît aussi bien plus clair que le reste d'Ultima Thule.
Cette image permet de mettre en avant les premières différences entre les deux lobes de l'objet. C'est peut-être la clé pour comprendre l'histoire de sa formation. Pour en savoir plus, il va falloir attendre les prochaines semaines. New Horizons va continuer à nous transmettre de nouvelles images en meilleure résolution et en couleur. Avec un peu de chance, le vaisseau de la NASA pourra survoler un autre objet avant la fin de sa mission. À près de 7 milliards de kilomètres de la Terre, il n'est cependant pas aisé de découvrir de nouvelles cibles. Voilà, avant de conclure, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre en live ce soir à partir de 21 h. On discutera des sujets du jour et du reste de l'actualité spatiale qui est aussi très dense. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être tenu au courant des prochains lives. Les liens de tous nos réseaux sont dans la description. Vous pouvez également y consulter les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et à faire part de vos remarques en commentaire. On répondra à certaines d'entre elles dans la vidéo de dimanche. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.